La guerre a entraîné une forte inflation en avril et également des problèmes pour les promoteurs qui sont aux abois car ils ont du mal à respecter leurs engagements. Mais dans tout cela, une société de fintech israélienne fait un carton au Nasdaq. L'inflation en avril a beaucoup augmenté. Les promoteurs immobiliers grognent contre le gouvernement en raison de leurs pertes financières dues à la guerre. Les loyers sur le marché locatif à court terme, ne vont plus augmenter. Enfin, une bonne nouvelle, il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. C'est la revue de la presse économique, comme chaque semaine, avec notre cher Daniel Guggenheim, docteur en économie. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer par cette inflation, cette sacrée inflation dont vous nous parlez quasiment toutes les semaines, plus 1,1%. Serait-ce dû au Houthim ? Oui, tout à fait. On appelle ça, dans la presse financière, l'indice des Houthim. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été, comme vous l'avez dit, 1,1%, ce qui est énorme, même pour un mois d'avril. Si on regarde l'année dernière, c'était 0,8. Il faut revenir à 2022, en juillet 2022, pour avoir un indice de ce genre. Et donc, c'est une brusque montée d'inflation. Ça nous met sur 12 derniers mois, même 3,6%, donc loin de nouveau de l'objectif du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on dit ça, l'indice des Houthim? Parce que, comme malheureusement on le sait, les différents missiles qui sont été tirés vers Ben Gurion ont déclenché de la part de beaucoup de sociétés, comme on en a parlé souvent dans nos chroniques, le fait qu'ils ne veulent plus, des sociétés aériennes qui ne veulent plus maintenant venir vers Israël. Donc obligatoirement, automatiquement, les prix ont beaucoup augmenté. Ils ont augmenté de combien? Je parle des prix des billets d'avion, 17%. Et ces 17% maintenant ont entraîné, je veux dire, 0,7% sur tout l'indice, parce que c'est quelque chose de très important au niveau de la statistique. Comme ça, ils ont dans le panier des ménagères israéliennes, comme ça, ont décidé les instituts statistiques. Et donc, s'ils n'avaient pas compté ça, on aurait été à 0,4%. Et d'ailleurs, même on aurait été moins que les prévisions, puisque les prévisions avaient été autour de 5%. Mais c'est donc ce qui a tout changé et qui est très difficile à prévoir, c'est bien entendu ce problème des billets d'avion. Pourquoi je dis aussi que ce n'est pas que ça? Bon, il y a eu aussi deux autres formes d'augmentation au niveau des transports autour de 5%, et également ce qu'on appelle les rishonotes, c'est-à-dire les différences permis qu'on doit avoir de l'État, et les agrotes, ce qu'on doit payer à l'État comme directement pour des taxes, des choses comme ça. Et donc, ça a aussi augmenté autour de 11%, donc c'est très important. Ça, oui. Mais en fait, si on regarde ce qui intéresse beaucoup les Israéliens, c'est-à-dire le manger, mazon en hébreu, 0,1%. Donc, c'est pas quelque chose qui est catastrophique. Et on a aussi des choses dans la vie de tous les jours qui ont quand même baissé. Les légumes frais ont baissé de 1%. L'ameublement de 0,5% et quoi de 1,4%, les assurances auto. Et ça, c'est important parce que ils sont beaucoup augmentés ces derniers temps. Il y a une grande lutte de ça de la part de l'autorité qui est chargée de vérifier les assurances. Et donc, peut-être ça commence à porter ses fruits. Il faudra voir pour la suite. Donc, ça, c'est au niveau général. Donc, en vérité, ce que disent les analystes, c'est que tout ça ne va pas dire on a maintenant une brusque augmentation du rythme de l'inflation. On a sur un mois, à cause du problème qu'on a dit, d'un problème particulier. Et il est très possible que si les choses s'arrangent à ce niveau-là aussi, alors à ce moment-là, on aura la contrepartie. Finalement, dans les 12 prochains mois, on remet pas ni les économies de la Banque d'Israël, le fait qu'on sera autour de 2,5%, et donc très loin de ces 1,1% par mois. Bon, avec l'opération à Gaza en ce moment, on est un peu dans le flou. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer, ce qui va devenir, on n'en sait rien. Tout à fait, oui. Bon, donc il faut un peu de patience. Alors, à part ça, il y a eu des sanctions de l'Europe envers Israël, des sanctions économiques. Est-ce que ça aussi, ça va influer? Juste avant les sanctions, juste avant de parler de ce sujet, je vais terminer sur l'indice encore deux petites choses. D'abord, qu'on parle souvent des locations, on en parlera après aussi, mais des locations qui ont augmenté aussi fortement. On parle d'avril, de 4,5%, de 4,7% même, presque 5%, ce qui est pour le niveau locataire, ce qui est important. Maintenant, les appartements, la vente des appartements, alors là, il y a un brusquement des choses. Pourquoi? Avant qu'on avait une augmentation très forte chaque mois, de quand même plus de 6% depuis un an. Là, on voit 0,1%. Et surtout,
surtout la seconde main, c'est-à-dire pas les appartements neufs, ont baissé de 1,5%, ce qui n'était pas passé depuis longtemps. Et donc, c'est important, c'est peut-être un changement au niveau des prix de l'immobilier. Il y a 80 000 appartements qui ne sont pas vendus. Et donc, ça commence à jouer. Il faut faire très attention pour ceux qui veulent maintenant acheter des appartements, surtout que l'Institut de statistique... Peut-être le moment. Alors, surtout l'Institut dit que maintenant, un appartement moyen en Israël, c'est 2 350 000 shekels, et que pour ça a été calculé par les économistes. Quelqu'un qui voudrait financer en grande partie par ce qu'on appelle la mashkanta, les prêts hypothécaires, il faudrait qu'il paye pour 10 000 shekels par mois. Donc, c'est énorme, vu les taux d'intérêt qu'il y a maintenant. Et donc, ça peut faire réfléchir plus d'une personne, surtout pour ce qu'on appelle le Yad Shnia, puisqu'on sait très bien, comme on a parlé, que pour les appartements neufs, il y a un combine entre les promoteurs et les banques pour ça. Mais au niveau des Yad Shnia, apparemment, c'est ça qui joue aussi, le fait qu'on dit. Maintenant, les sanctions. Oui, on ne pouvait pas ne pas en parler. Donc, ça a été mardi. L'Europe a dit qu'il envisage de réviser l'accord d'Israël avec l'Europe au niveau économique. D'abord, c'est pas une suspension, ça a été enlevé de ça. Ça peut être très critique si c'est réel. Alors, il faut expliquer. Parce que 40 milliards d'euros, c'est le commerce entre Israël et l'Europe. Donc, c'est très, très important pour l'économie israélienne et aussi pour les Européens. Je pourrais dire ironiquement deux choses. D'abord, c'est que pour les Russes, les sanctions étaient beaucoup plus graves et les Russes se sont débrouillés autrement. Mais enfin, Israël, c'est pas les Russes. Eux, ils sont débrouillés avec la Chine. Mais disons que ils ont aussi vendu à l'Europe d'une autre façon, par l'intermédiaire de la Chine. Mais c'est pas évident qu'Israël puisse le faire. Mais surtout, ce que je vois au niveau des marchés financiers, le shekel a à peine bougé, quoi. L'euro est autour de 4 shekels et le dollar autour de 3,50. Ça n'a pas fait bouger. La bourse a à peine baissé. Pourquoi? Parce que de toute façon, il faut calmer les esprits. Il faudrait un consensus des 27 pays européens. C'est pas demain la veille que les 27 pays européens sont d'accord de réviser cet accord-là. Et on ne sait pas ce que dire réviser. Ça dure un certain temps. Et il y a des pays comme l'Allemagne et autres qui ont tout de suite mis le frein à ça. Donc, des pays importants. Ce sera peut-être surtout la France. Oui. Et l'Angleterre d'ailleurs a fait des sanctions, mais elle n'est pas dans l'Europe. Et la France, il pousse beaucoup là-dessus, mais d'ailleurs, je fais rarement de politique, mais comme ça aujourd'hui, comme mercredi, la France a parlé d'un rapport sur les faits musulmans qui sont dangereux en France, peut-être à voix basse, la France dit à Israël, surtout, taquer le Hamas à Gaza, parce que sinon, après nous, on a des problèmes en France pour eux aussi. On n'en est pas encore là, mais bon, on va laisser votre légendaire optimisme parler. On continue avec un autre sujet, c'est l'augmentation des loyers sur le marché locatif à court terme. Est-ce que ça va s'arrêter, cette augmentation? Oui, il y a eu une décision de justice que j'ai pas, qui a été dans la presse israélienne, dans certains organismes, que j'ai pas vu dans les télévisions et autres, qui peut-être va sur ce côté-là faire une révolution. De quoi il s'agit? Des gens qui habitaient à Tel Aviv, dans la rue Shalom Aleichem, c'est connu, Shalom Aleichem, c'est un grand poète, c'est une rue très connue à Tel Aviv, au numéro 46, qui se sont plaints que dans leur immeuble, il y a un appartement, que sans arrêt, il y a des gens qui viennent, qui sont locataires, et ça les dérange. Et c'est pas fait pour ça. Eux, ils voulaient des appartements normaux, pas être un hôtel. Et alors, ça a été devant la justice. Et le juge a dit oui, tout à fait. Moi, je considère que tout appartement qui est loué pour moins de 1 mois, et c'est une autorisation exceptionnelle, hors norme, il a même dit, d'un appartement qui a été fait pour habiter. Et donc, je considère, premièrement, je donne une amende à ceux qui l'ont fait. Deuxièmement, ça veut dire que c'est quelque chose qui est une affaire, puisque c'est Airbnb, il parle de Airbnb, il parle de Booking, tout ça. Et il dit, dans ces cas-là, je considère ça comme un hôtel, il faut demander à l'État le droit de faire, puisque c'est un ESSEC, c'est-à-dire c'est une entreprise, c'est une affaire, comme je l'ai dit, donc il faut des droits. Deuxièmement, pour l'État, il y a des impôts, et les impôts, si c'est une affaire, ça peut être sur toi-même, et ça peut être comme un salaire, et donc ça peut aller jusqu'à 50%, les impôts en Israël, sans compter ce qu'on doit payer en bitoire Loumi. Et donc c'est pas comme maintenant que les gens font ça, ils gardent ça dans la poche. C'est très réglementé, il faut faire attention. Ça veut dire que les impositions pourront maintenant venir voir et dire, nous avons ça. Et enfin, dernière chose qui peut porter un coup de massue, c'est
La Arnona, parce que si on considère que c'est un ESSEC et pas un appartement, alors surtout à Tel Aviv, ça fait très très cher. Est très cher, ouais. Il y a des quartiers où il y a des centaines d'appartements de ce genre. Donc ça va jouer là-dessus sur le côté locatif. Et je préviens ici des gens qui veulent, souvent j'ai des questions comme ça, qui veulent investir pour après louer. Et surtout, il y en a qui pensent même en faire un Airbnb, que ça risque de changer et qu'ils prennent ça en compte. Oui, mais le Airbnb, de toute façon, les revenus du Airbnb sont considérés comme comme une affaire commerciale. Oui, mais là, de dire que toute location moins d'un mois est un Airbnb, ça change tout. C'est sûr que ça aggrave les choses pour les propriétaires. On continue toujours avec de l'immobilier ce matin. Alors, on le sait, les promoteurs immobiliers ont eu beaucoup de mal à vendre leurs biens. Je crois qu'il y a 80 000 appartements qui sont vacants. Ils ont perdu a priori 130 milliards de shekels et ils veulent obtenir justice devant le gouvernement parce qu'ils considèrent qu'ils auraient dû être indemnisés en raison de la guerre. Et ils ont saisi la Cour suprême. Alors, est-ce qu'on a déjà des résultats ou pas encore ? Non, on n'a pas encore de résultats. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent comme ça, en moyenne, sur tous les projets qu'on fait, on a 6 mois de retard. Maintenant, en plus de ça, des fois, c'est pas seulement des appartements qu'on doit construire pour les gens, c'est aussi des infrastructures pour les administrations, le gouvernement. Et nous avons signé des contrats envers le gouvernement et les administrations pour dire dans tel mois, on doit avoir terminé. Et après, si on n'a pas terminé à temps, on doit recevoir des amendes. Et donc, comment nous on peut faire? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Non seulement il nous manque de la main-d'œuvre parce que les Palestiniens maintenant ne vont plus travailler, mais en plus, beaucoup de travailleurs étrangers qui venaient avant viennent moins. Il nous manque 30 000 personnes de main-d'œuvre de travailleurs étrangers de faire venir. Et malgré tout ce que le gouvernement a fait de permettre 5 000 de Chine ou d'autres personnes, c'est pas ça qui nous sauve. Et nous, on est en position très très importante, très très embêtante. Et nous avons maintenant devant les tribunaux beaucoup de plaintes des gens, aussi des acheteurs d'appartements, en disant mais voilà. Oui, parce que dans les contrats, il y a des clauses que si ce n'est pas livré, eh bien, ils peuvent les promoteurs peuvent être mis en demeure devant la justice par les futurs propriétaires, eh bien, de payer des amendes pour le retard. Donc, c'est compliqué. Tout à fait. Et alors, le chef donc des promoteurs a dit que lui, il a énormément été sur le gouvernement et ses administrations en disant faites quelque chose, faites une loi qui disent qu'on est en guerre. Et comme on est en guerre, il y a des clauses qui s'appellent en hébreu Koach-Elyon, c'est-à-dire quelque chose que je ne pouvais pas prévoir. Et donc, moi, ça me permet de limiter et même d'empêcher toute plainte contre moi qui serait due à la guerre, directement ou indirectement. Mais c'est compliqué parce qu'il y a aussi les gens qui sont en stand-by, qui ont quitté leur appartement, qui n'ont plus où habiter aussi, qui devaient rentrer dans ces immeubles qui ne sont pas livrés. Enfin, c'est sans fin, quoi. Oui. Ils doivent payer aussi des loyers supplémentaires. Il faut vraiment une loi globale qui pense à tout le monde, vraiment. Oui, mais d'accord, mais c'est pas eux qui peuvent résoudre ce problème, c'est le gouvernement. Pas eux, ouais. Et ils ont prévenu le gouvernement que si ça ne se passe pas, il pourra y avoir beaucoup d'entreprises, surtout petites ou moyennes, qui peuvent faire faillite devant. Bien sûr. Si on parle de 130 milliards de shekels, ils disent c'est 5% du PIB israélien, c'est énorme comme somme. Donc de dégâts directs et indirects qu'on va par rapport à ça. Et donc ils demandent au gouvernement d'agir. Alors, est-ce qu'ils vont agir? Dans quel sens? On ne sait pas. Il va falloir, là aussi, être patient. On va finir quand même cette revue économique avec une bonne nouvelle. C'est la société israélienne du FinTech qui s'appelle Etero, qui a fait une entrée fracassante au Nasdaq. Alors, coté à 4,3 milliards de dollars, eh bien, au bout d'un jour, ils ont considéré, enfin, la bourse a considéré que ce n'était pas suffisant, que leur valeur était beaucoup plus importante. Incroyable. Oui. C'est déjà pas mal, 4,3 milliards de dollars. Tout à fait. En un jour, le premier jour de la cotation, augmentation de 40%. C'est-à-dire que les émetteurs auraient même pu demander un prix plus important. Donc, ça veut dire que elle a été vraiment très bien accueillie par le Nasdaq. Il me semble, en tout cas pour les sociétés israéliennes, c'est la première en 2025. Il me semble avoir vu, c'est aussi la première en technologie vraiment grande émission qui a vraiment réussi. Et c'est formidable que ça soit une israélienne. Ils font quoi, Etero? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, comme vous avez dit, c'est une fintech. Ça veut dire quoi? Ils ont une plateforme qui permet à n'importe qui de pouvoir acheter n'importe quoi. N'importe quoi, tout ce qui est valeur mobilière, tout ce qui est devises, tout ce qui est commodity, c'est-à-dire de l'or, n'importe quoi, enfin tout ce qui est commerce, du blé, des matières premières, enfin ce qu'on veut, ce qui est sur la bourse de commerce, et également de la crypto-monnaie.
donc tout ça est faisable sur leur plateforme. Ils associent ça à l'intelligence artificielle et les gens peuvent s'inspirer là-bas des stratégies, des plus grandes stratégies, non seulement d'intelligence artificielle, mais voir qu'est-ce que les grandes banques ou les grands investisseurs, qu'est-ce qu'ils font s'ils veulent exactement copier leur stratégie, ils peuvent le faire s'ils pensent que comme ça ils vont gagner de l'argent. Et les gens sont très intéressés par ça, donc c'est un très grand succès. C'est une société qui a 1700 employés, dont 1000 c'est en Israël. Ils sont présents dans plus de 100 États. Ils ont donc des millions d'utilisateurs. Et surtout, ils ont réussi à avoir l'autorisation réglementaire aux États-Unis, en Australie, en Angleterre et aussi en Europe pour pouvoir faire ce commerce-là. Donc, c'est quelque chose qui est très, très bien. Ce qui est intéressant, c'est de noter, c'est que en 2023, ils avaient fait une collecte privée. Donc, pas une émission en bourse. Ils avaient eu une valeur pour 250 millions de dollars qu'ils avaient collecté par des fonds privés. Ils avaient une valeur de 3,5 milliards de dollars. Et donc là, on voit que c'est 1 milliard de dollars en plus en un an. Pour les investisseurs, de l'argent bien placé. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça s'explique par le fait que en 2023, elle avait une perte de 21 millions de dollars, tandis que le bénéfice en 2024 a été de 200 millions de dollars. Eh bien, on va se quitter sur cette bonne nouvelle. On souhaite à toutes les entreprises israéliennes le même succès. Merci d'avoir été avec nous, Daniel. Avec plaisir. Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.